Votre cerveau, récepteur d'informations. Introduction. Et si votre cerveau recevait plus que vous ne le pensez? Depuis l'enfance, on nous a enseigné une histoire simple, le cerveau fabrique nos pensées. Il serait une sorte d'usine, enfermée dans la boîte crânienne, qui produirait des idées comme une chaîne de montage produit des objets. Vous pensez, donc votre cerveau a pensé. Un point, c'est tout. Mais si cette histoire était incomplète? Si le cerveau n'était pas seulement un fabricant, mais aussi, et peut-être surtout, un récepteur? Imaginez un poste de radio, posé sur une table, dans une pièce silencieuse. L'appareil est éteint. Il ne produit aucun son. Et pourtant, tout autour de lui, l'air est saturé d'ondes, musique, voix, informations, signaux venus de très loin. Ces ondes traversent la pièce, traversent votre corps, traversent l'appareil éteint, invisible, silencieuse, en attente. Il suffit d'allumer le poste, de tourner le bouton, pour qu'un monde entier surgisse du silence. Le poste de radio ne crée pas la musique qu'il diffuse. Il la capte. Il la traduit. Il la rend audible pour nous. Et si votre cerveau fonctionnait, au moins en partie, de la même façon? Ce livre n'est pas un traité de neurologie. Ce n'est pas non plus un ouvrage de pure spéculation. C'est une invitation à regarder votre esprit sous un angle différent, à la lumière d'observations troublantes que la science elle-même peine parfois à expliquer complètement, ces pensées qui semblent venir de nulle part, ces intuitions qui se révèlent justes contre toute logique, ces moments où deux personnes, à des kilomètres l'une de l'autre, ont la même idée au même instant. Ces états de méditation profonde où l'esprit semble se dissoudre dans quelque chose de plus vaste que lui-même. Nous allons explorer, chapitre après chapitre, cette hypothèse simple et vertigineuse, que le cerveau humain n'est pas seulement un générateur de pensées enfermé dans le silence de sa boîte osseuse, mais un instrument sensible, un récepteur syntonisé sur des champs d'information qui nous entourent, nous traversent, et parfois nous parlent. Car si le cerveau est un récepteur, alors une question change tout, sur quelle fréquence êtes-vous réglé, en ce moment même? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Chapitre 1. Votre cerveau comme une antenne. Attention à ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Reprenons l'image du poste de radio, mais allons plus loin. Un poste de radio n'est rien sans son antenne. C'est elle qui capte les ondes électromagnétiques dispersées dans l'air, qui les concentre, qui les transmet au circuit intérieur pour qu'elles deviennent enfin une voix, une mélodie, une information intelligible. Sans antenne, même le plus sophistiqué des récepteurs reste muet. Le cerveau humain, avec ses 86 milliards de neurones et ses kilomètres de connexions synaptiques, ressemble étrangement à un circuit d'une complexité inouïe, mais un circuit destiné à quoi? Depuis des décennies, la neuroscience nous montre avec une précision croissante comment le cerveau traite l'information, quelles zones s'activent quand nous voyons un visage, quand nous ressentons de la peur, quand nous nous souvenons d'un été de notre enfance. Mais la question de savoir d'où vient réellement l'information première, celle qui déclenche la pensée avant même que nous en ayons conscience, reste étonnamment ouverte. Considérez un instant vos propres journées. Combien de fois avez-vous eu une pensée qui semblait surgir de nulle part? Vous marchez dans la rue, l'esprit occupé par 1000 choses banales, et soudain, sans lien apparent, le visage d'un ami que vous n'avez pas vu depuis des années s'impose à vous. Le lendemain, il vous appelle. Combien de fois avez-vous senti, avant même d'entrer dans une pièce, que l'atmosphère y était tendue, sans un mot, sans un geste, simplement une impression qui s'est révélée exacte quelques secondes plus tard? La psychologie classique appellera cela des biais de mémoire, des coïncidences statistiquement inévitables sur le nombre immense de pensées que nous avons chaque jour. Elle n'a pas tout à fait tort, notre cerveau est effectivement une machine à repérer des motifs, parfois là où il n'y en a pas. Mais cette explication, aussi rigoureuse soit-elle, laisse un résidu d'expérience qu'elle n'épuise pas complètement. Et si, à côté du bruit statistique, existait aussi un authentique signal?
Pensez à l'antenne, encore. Une antenne ne choisit pas ce qui existe dans l'air ambiant, elle choisit seulement ce qu'elle capte, en fonction de sa forme, de sa longueur, de son orientation. Réglée sur une fréquence, elle ignore toutes les autres, non parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elle n'est pas construite pour les recevoir. Le cerveau humain fonctionne selon un principe voisin, bien documenté celui-ci par la science. À chaque instant, nos sens reçoivent une quantité d'informations proprement vertigineuse, on l'estime à plusieurs millions de bits par seconde à travers la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat. Or notre conscience n'en traite qu'une infime fraction, quelques dizaines de bits par seconde tout au plus. Le cerveau filtre. Il sélectionne. Il laisse passer une fréquence et en écarte des milliers d'autres. Ce mécanisme de filtrage a un nom dans les neurosciences, le système réticulé activateur, une structure profonde du tronc cérébral qui joue exactement le rôle d'une antenne réglée par nos priorités, nos peurs, nos désirs, nos croyances. C'est lui qui fait que, lorsque vous envisagez d'acheter une certaine voiture, vous vous mettez soudain à la voir partout dans la rue, non parce qu'elle est devenue plus fréquente, mais parce que votre antenne intérieure s'est réglée sur cette fréquence-là. Mais alors, une question s'impose, si notre esprit filtre si radicalement ce qu'il perçoit du monde extérieur visible et mesurable, que filtre-t-il aussi, peut-être, du monde invisible et non mesurable? Si nous savons régler notre antenne sur des voitures, des mots, des visages familiers, pourrions-nous aussi, sans le savoir, régler notre antenne sur des champs d'information plus subtils, les émotions d'autrui, l'état d'un lieu, l'intention d'une personne avant qu'elle ne parle? Certains chercheurs, aux marges de la biologie, ont exploré cette hypothèse. Le biologiste britannique Rupert Sheldrake, par exemple, a consacré une grande partie de sa carrière à étudier ce qu'il appelle le sentiment d'être regardé, cette impression, vécue par un nombre considérable de personnes à travers toutes les cultures, de savoir qu'un regard est posé sur nous dans notre dos, sans le voir ni l'entendre. Ces travaux restent controversés, contestés par une partie de la communauté scientifique, mais ils posent une question qui mérite d'être entendue: pourquoi cette expérience est-elle si universelle, si elle ne correspond à rien de réel? Il ne s'agit pas ici de trancher un débat scientifique en quelques pages. Il s'agit de vous proposer une posture différente face à votre propre esprit, et si, au lieu de vous demander seulement « qu'est-ce que je pense ?», vous commenciez à vous demander « qu'est-ce que je laisse entrer, et pourquoi ?» Car voici la vérité inconfortable que ce chapitre veut poser comme fondation: vous ne recevez pas le monde tel qu'il est. Vous recevez le monde tel que votre antenne intérieure est réglée pour le capter. Un esprit rongé par la peur syntonise, presque mécaniquement, toutes les fréquences de la menace. Un esprit habité par la gratitude capte, presque malgré lui, les signaux de la beauté et de la possibilité. Ce ne sont pas deux mondes différents qui existent, c'est le même monde, reçu par deux antennes différemment orientées. Alors, avant d'aller plus loin, posez-vous cette question, simplement, sans vous juger: sur quoi votre antenne est-elle réglée, en ce moment de votre vie? Vers quelle pensée, quelle personne, quelles émotions penchent-elles naturellement, sans même que vous ayez à faire un effort? Vous n'avez pas encore besoin de répondre. Il suffit, pour l'instant, de commencer à écouter votre propre réception. C'est le premier pas pour comprendre que vous n'êtes pas seulement celui qui pense, vous êtes aussi, et peut-être avant tout, celui qui choisit d'écouter. Prenons un exemple très concret, presque banal, pour ancrer cette idée dans votre expérience quotidienne. Deux personnes assistent à la même réunion de travail, s'assoient dans la même salle, entendent exactement les mêmes mots prononcés par les mêmes intervenants. À la sortie, la première ne retient que les tensions, les non-dits, les petites piques échangées entre collègues, elle en ressort épuisée, presque nerveuse, convaincue que l'ambiance de son équipe se dégrade. La seconde, elle, retient surtout les idées nouvelles évoquées, les points d'accord trouvés, l'énergie collective mobilisée sur un projet commun, elle en ressort au contraire stimulée, presque enthousiaste. Ont-elles assisté à deux réunions différentes? Non. Elles ont simplement reçu,
à partir du même flux d'informations objectives, deux signaux radicalement différents, parce que leurs antennes intérieures, ce jour-là, n'étaient tout simplement pas réglées sur la même fréquence. Cette expérience, vous l'avez sans doute vécue vous-même, dans un sens ou dans l'autre, plus souvent que vous ne l'imaginez. Elle ne signifie pas que la réalité objective n'existe pas, ni que tout ne serait qu'affaire d'interprétation purement subjective et arbitraire, ce serait aller beaucoup trop loin, et ce n'est pas ce que ce livre affirme. Elle signifie simplement que, face à une même réalité, plusieurs récepteurs différemment réglés en captent des aspects différents, parfois même contradictoires, et que la part de vérité qui vous revient, à vous personnellement, dépend en grande partie du réglage que vous apportez avec vous, souvent sans même en avoir conscience, dans chaque situation nouvelle que la vie vous présente. Chapitre 2. La télépathie, quand les esprits semblent se rejoindre. Le mot fait sourire, parfois. Il évoque les foires, les médiums de music-hall, les tours de cartes devinées sur une estrade. Télépathie, la transmission de pensées à distance, sans passer par les canaux connus de nos sens, appartient, dans l'imaginaire collectif, davantage à la science-fiction qu'au salon familial. Et pourtant, presque tout le monde, si on l'interroge avec sincérité, a une histoire à raconter. Une mère qui, à l'autre bout du pays, ressent soudain une angoisse inexplicable au moment précis où son enfant se blessait. Deux sœurs jumelles qui, sans s'être concertées, achètent le même jour le même vêtement dans deux villes différentes. Un couple marié depuis des décennies dont chacun termine, mot pour mot, la phrase que l'autre commençait à peine à formuler dans sa tête. Vous avez sans doute, vous aussi, un souvenir de ce genre, ce moment où la frontière entre deux esprits a semblé, l'extase d'un instant, s'amincir jusqu'à disparaître. La science orthodoxe a longtemps balayé ces récits d'un revers de main, les rangeant dans la case commode du hasard, du biais de confirmation. Nous nous souvenons des coïncidences frappantes et oublions les milliers de fois où rien ne s'est produit, ou de la simple lecture inconsciente de signaux subtils, ce que l'on appelle parfois la communication non verbale de basse fréquence, un ton de voix, une posture, une habitude partagée, qui permettent de prédire les pensées d'un proche sans qu'aucun mystère ne soit nécessaire. Cette explication est solide, et il serait malhonnête de la balayer à son tour. Une grande partie de ce que nous appelons télépathie au quotidien s'explique très certainement par la connaissance intime que nous avons de certaines personnes, par notre capacité, largement inconsciente, à lire des micro-expressions, des variations de respiration, des habitudes de pensée que des années de vie commune nous ont appris à anticiper. Mais reste, encore une fois, un résidu. Des expériences en laboratoire, menées depuis près d'un siècle, depuis les travaux pionniers de Joseph Banks-Rhine à l'université Duke dans les années 1930, jusqu'au protocole plus rigoureux du programme, Ganzfeld, développé dans les décennies suivantes, ont tenté de tester la transmission de pensées dans des conditions contrôlées, en isolant les sujets de tout indice sensoriel ordinaire. Les résultats de ces études restent, il faut le dire honnêtement, sujets à controverse. Certains méta-analyses rapportent des effets statistiquement significatifs mais modestes, d'autres chercheurs pointent des failles méthodologiques, des biais de publication, une difficulté chronique à reproduire les résultats de façon parfaitement fiable. La communauté scientifique, dans sa majorité, reste prudente, voire sceptique. Ce livre ne prétend pas trancher ce débat scientifique, qui dépasse largement son ambition. Mais il vous propose d'y réfléchir à travers l'image qui nous accompagne depuis le début, celle du récepteur. Si le cerveau est effectivement, au moins en partie, un instrument sensible à des champs d'information qui dépassent les 5 sens classiques, alors la télépathie ne serait plus un phénomène magique et isolé, mais simplement l'expression la plus spectaculaire d'un mécanisme à railleurs discret et permanent. De la même manière que deux postes de radio réglés très précisément sur la même fréquence peuvent, dans certaines conditions, capter un signal identique venu d'ailleurs, deux esprits profondément liés, par l'amour, la proximité, l'habitude d'une longue vie partagée, pourraient être, eux aussi, accordés sur une fréquence commune, suffisamment proche pour qu'un signal émis par l'un trouve, chez l'autre,
un terrain propice à la réception. Cela expliquerait pourquoi ces expériences semblent se produire plus volontiers entre des personnes qui partagent un lien affectif fort, mère et enfant, jumeaux, amoureux, amis de toujours, plutôt qu'entre deux inconnus. Non pas parce que le lien affectif crée magiquement une connexion, mais peut-être parce qu'il aligne, au fil du temps, deux récepteurs sur des fréquences suffisamment voisines pour qu'un échange redevienne possible, là où deux esprits étrangers l'un à l'autre resteraient chacun perdu dans son propre bruit. Cela expliquerait aussi pourquoi ces expériences surviennent le plus souvent dans des états particuliers de conscience, au réveil, juste avant le sommeil, dans des moments de grande émotion, de danger, de calme profond, des états où le bavardage mental habituel, ce bruit de fond incessant qui sature notre attention ordinaire, se réduit suffisamment pour qu'un signal plus ténu puisse, enfin, se faire entendre. Je ne vous demande pas de croire à la télépathie comme on croit à un fait scientifiquement établi, ce serait malhonnête de ma part. Je vous invite plutôt à une expérience plus modeste et plus utile. Commencez à observer, sans grille de lecture préétablie, les moments où votre esprit semble étrangement synchronisé avec celui d'un proche. Ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit. Contentez-vous de noter, dans un carnet peut-être, ces instants de résonance. Avec le temps, vous découvrirez peut-être, comme beaucoup avant vous, que ces moments ne sont ni aussi rares, ni aussi hasardeux, que la prudence scientifique voudrait parfois nous le faire croire. Et surtout, retenez ceci, que la télépathie existe réellement comme transmission d'informations ou qu'elle ne soit, au fond, qu'une remarquable capacité humaine à lire l'invisible du langage corporel et affectif, la leçon reste identique. Plus vous affinez votre capacité d'attention, plus vous apprenez à faire silence en vous, plus vous devenez capable de recevoir ce que l'autre, parfois, n'a même pas encore mis en mots. Il existe d'ailleurs une catégorie particulière de récits, recueillis avec une remarquable constance à travers les cultures et les époques, qui méritent qu'on s'y attarde un instant, ces cas, documentés depuis le XIXe siècle par des sociétés savantes comme la Society for Psychical Research fondée à Londres en 1882, de personnes qui rapportent avoir ressenti, avec une intensité inhabituelle, la mort ou l'accident grave d'un proche au moment précis où celui-ci survenait, alors même qu'aucune information ordinaire n'aurait pu, à cet instant précis, leur parvenir par les canaux sensoriels habituels. Ces récits ont été rassemblés par milliers, comparés, recoupés avec les registres officiels d'état civil pour en vérifier la chronologie exacte. Beaucoup s'expliquent sans doute par des coïncidences, par la reconstruction rétrospective de la mémoire, par le fameux biais qui nous fait retenir les cas frappants et oublier tous les autres. Mais la persistance de ce type de témoignage, à travers des cultures aussi différentes que celles de l'Europe du XIXe siècle et des sociétés traditionnelles d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique, continue d'intriguer les chercheurs les plus sérieux, qui se refusent, pour la plupart, à trancher définitivement la question dans un sens comme dans l'autre. Ce qu'il faut surtout retenir de ce chapitre, c'est la posture qu'il vous invite à adopter, ni crédulité naïve qui accepterait sans discernement le moindre récit merveilleux, ni scepticisme fermé qui refuserait par principe d'examiner sérieusement ce que l'expérience humaine rapporte pourtant avec une constance troublante depuis des millénaires. Entre ces deux extrêmes également stériles se trouve une troisième voie, plus exigeante mais aussi plus féconde, celle de l'observation patiente, curieuse, et honnête de sa propre expérience intérieure. Chapitre 3. Le cerveau individuel et le cerveau collectif. Vous n'avez jamais pensé seul. Cette affirmation peut sembler provocante, presque absurde, tant nous sommes habitués à considérer notre esprit comme un territoire privé, une forteresse intérieure dont nous serions l'unique habitant. Et pourtant, dès que l'on y regarde de plus près, l'idée d'un cerveau parfaitement isolé du reste de l'humanité se fissure rapidement. Votre langue, celle avec laquelle vous formulez chacune de vos pensées, ne vous appartient pas, elle vous a été transmise, façonnée par des générations qui vous ont précédé, et chaque mot que vous employez porte en lui les traces de millions d'esprits qui l'ont utilisé avant vous. Vos croyances les plus intimes, celles que vous considérez comme le fruit de votre réflexion personnelle, ont très souvent été absorbées,
sans que vous en ayez pleinement conscience, dans le bain culturel où vous avez grandi. Même vos rêves, cet espace apparemment le plus secret de votre vie psychique, empruntent leurs images à un stock collectif de symboles que le psychiatre suisse Carl Gustav Jung avait proposé d'appeler l'inconscient collectif, cette hypothèse selon laquelle, sous la couche personnelle de notre psychisme, existerait une strate plus profonde, commune à toute l'espèce humaine, peuplée d'images et de motifs universels qui traversent les cultures et les époques. Cette idée, formulée au début du XXe siècle, trouve aujourd'hui des échos inattendus dans des domaines très différents. En biologie, on observe depuis longtemps des phénomènes de comportement collectif spectaculaires, un banc de poissons qui change de direction en une fraction de seconde, comme un seul organisme, sans qu'aucun individu ne donne d'ordre visible, un vol des tourneaux qui dessine dans le ciel des figures d'une complexité fascinante. Chaque oiseau ajustant sa trajectoire à celle de ses voisins immédiats avec une rapidité qui dépasse largement les capacités connues de la perception individuelle. Les scientifiques parlent, pour décrire ces phénomènes, d'intelligence en essaim, une forme de cognition qui n'appartient à aucun individu du groupe, mais qui émerge seulement de leur interconnexion. Certains chercheurs se sont demandé si l'espèce humaine, malgré son individualisme apparent, n'obéissait pas parfois à des dynamiques similaires. L'ingénieur et chercheur Roger Nelson, à l'université de Princeton, a dirigé pendant des années un projet resté célèbre, le Global Consciousness Project, qui a placé, aux quatre coins du monde, des générateurs de nombres aléatoires, dans l'idée de vérifier si de grands événements mondiaux capables de mobiliser l'attention émotionnelle d'un très grand nombre de personnes simultanément, catastrophes, célébrations, tragédies collectives, produisaient des écarts statistiquement mesurables dans le comportement, normalement parfaitement aléatoire, de ces machines. Les résultats, discutés et contestés comme il se doit en science, ont néanmoins suggéré, à plusieurs reprises, des anomalies statistiques corrélées à ces moments de forte convergence émotionnelle mondiale, comme si une attention collective massivement partagée laissait, quelque part, une empreinte mesurable dans le monde physique. Que l'on adhère ou non à l'interprétation la plus audacieuse de ces travaux, il pose une question qui mérite qu'on s'y attarde, et si le cerveau individuel n'était, en réalité, qu'un nœud dans un réseau bien plus vaste, un peu comme un seul poste de radio parmi des millions d'autres, tous capables, dans certaines conditions de synchronisation, de recevoir et parfois même d'émettre en même temps que les autres? Vous en avez sans doute déjà fait l'expérience, à une échelle plus modeste et plus familière. Entrez dans un stade au moment où une équipe marque un but décisif, vous ressentirez, physiquement, l'émotion collective vous traverser, bien avant d'avoir pu l'analyser rationnellement, comme si l'euphorie de la foule vous avait atteint directement, sans passer par le filtre habituel de la pensée individuelle. Entrez dans une salle où règne une tension palpable, à la suite d'un conflit ou d'une mauvaise nouvelle, vous sentirez cette tension avant même que quiconque ne vous en informe verbalement. Ces expériences quotidiennes, si banales qu'on ne les remarque presque plus, sont peut-être les manifestations les plus simples et les plus accessibles de cette porosité entre le cerveau individuel et une forme d'esprit collectif que nous portons tous, sans toujours en avoir conscience. Cette porosité n'est ni bonne ni mauvaise en soi, elle est un fait, avec lequel il s'agit d'apprendre à composer intelligemment. D'un côté, elle explique la contagion des paniques collectives, la propagation des rumeurs, l'emprise que peuvent exercer les foules sur le jugement individuel, des phénomènes que les historiens et les psychologues sociaux ont abondamment documentés, du krach boursier à l'hystérie collective. De l'autre, elle explique aussi ce qu'il y a de plus beau dans l'expérience humaine, la solidarité spontanée qui surgit après une catastrophe, la créativité décuplée d'une équipe véritablement soudée, la ferveur d'une assemblée en prière ou en célébration, où chacun sent, sans pouvoir tout à fait l'expliquer, qu'il fait partie d'un tout plus vaste que lui-même. Le récepteur individuel, donc, n'est jamais totalement isolé. Il baigne en permanence dans un champ collectif d'émotions, de pensées, d'intentions, qui le traversent et auxquelles il contribue à son tour, souvent sans le savoir. La question n'est donc pas de savoir si vous êtes connecté à ce champ collectif, vous l'êtes, nécessairement, par votre seule appartenance à l'espèce humaine.
La vraie question, la seule qui vaille vraiment d'être posée, est celle-ci: à quel niveau de ce champ collectif choisissez-vous, consciemment ou non, de vous connecter? Choisissez-vous de recevoir surtout la peur collective, amplifiée sans relâche par certains flux d'informations conçus précisément pour capter votre attention en jouant sur vos alarmes les plus anciennes? Ou choisissez-vous, par un effort d'attention délibéré, de vous relier plutôt aux fréquences plus rares, mais toujours disponibles, de la coopération, de la compassion, de la créativité partagée? Il est utile, à ce stade, de rappeler que cette dimension collective de la pensée humaine ne date pas des réseaux sociaux contemporains, même si ceux-ci en ont considérablement amplifié la puissance et la vitesse de propagation. Les foules ont toujours pensé, en un sens, différemment des individus qui les composent. C'est ce que le sociologue français Gustave Le Bon avait déjà observé dès la fin du XIXe siècle dans son ouvrage sur la psychologie des foules, notant qu'un groupe rassemblé développe souvent une forme de pensée propre, distincte de la somme des pensées individuelles qui le composent, capable du meilleur comme du pire, d'élan de générosité collective spectaculaire, mais aussi d'emballement destructeur que chaque individu pris séparément aurait pourtant condamné sans hésitation. Ce constat ancien invite à une vigilance particulière à notre époque, où les technologies de communication ont démultiplié, à une échelle inédite dans l'histoire humaine, notre exposition permanente à ce champ collectif. Jamais auparavant un individu n'a été aussi continuellement connecté aux émotions, aux opinions, aux peurs et aux enthousiasmes de millions d'autres esprits à la fois, souvent sans même en avoir pleinement conscience. Cette connexion permanente n'est ni condamnable ni glorifiable en elle-même, elle est simplement un fait nouveau de notre condition, avec lequel il devient urgent d'apprendre à composer intelligemment, notamment en cultivant, comme nous le verrons plus loin dans ce livre, la capacité à choisir consciemment son degré et sa nature d'exposition à ce flux collectif ininterrompu. Le prochain chapitre nous emmènera plus loin encore dans cette exploration, vers ces champs invisibles qui, peut-être, rendent possible cette connexion, et vers ce que la physique elle-même commence à nous en dire. Chapitre 4. L'espace et les informations, l'univers invisible. Levez les yeux, une nuit claire, loin des lumières de la ville. Ce que vous voyez du ciel étoilé n'est qu'une fraction infime, presque dérisoire, de ce qui existe réellement au-dessus de vos têtes. Ce chapitre consacré à l'espace comme réservoir immense d'informations, la plupart du temps parfaitement invisible à l'œil nu et pourtant bien réel. Les astronomes le savent depuis longtemps, la lumière que vous captez d'une étoile lointaine a parfois voyagé pendant des milliers, voire des millions d'années avant d'atteindre votre rétine. Autrement dit, ce que vous voyez dans le ciel n'est pas le présent de l'univers, mais son passé, une information vieille de millénaires, conservée intacte dans le vide de l'espace, et qui vous parvient enfin, ce soir, comme un message envoyé par une civilisation depuis longtemps disparue, ou par une étoile elle-même éteinte depuis longtemps. L'espace, contrairement à l'intuition ordinaire qui nous le fait imaginer comme un vide absolu, est en réalité saturé d'informations. Le fond diffus cosmologique, ce rayonnement fossile, résidu du Big Bang lui-même, découvert par hasard en 1964 par deux ingénieurs de laboratoire Bell, emplit aujourd'hui encore la totalité de l'espace observable, porteur d'une information sur les tout premiers instants de l'univers, vieille de près de 14 milliards d'années. Chaque parcelle de l'espace, aussi vide qu'elle nous paraisse, contient ainsi une mémoire immense, une archive silencieuse de l'histoire cosmique tout entière. Cette découverte scientifique, aussi vertigineuse soit-elle, résonne étrangement avec une intuition beaucoup plus ancienne, présente dans de nombreuses cosmologies traditionnelles, celle d'un espace vivant, habité, chargé de sens, et non pas un simple vide géométrique indifférent où les objets se déplaceraient par pur hasard mécanique. Dans la tradition védique indienne, par exemple, l'espace, Akasha, est considéré comme l'un des 5 éléments fondamentaux, celui-là même qui porte le son, qui rend possible la transmission de l'information et de la vibration à travers tout l'univers manifesté. On y trouve l'idée fascinante d'une bibliothèque akashique, une mémoire universelle où serait imprimée, de façon subtile, la totalité des événements passés,
présent et même potentiellement futur. Il ne s'agit évidemment pas ici d'affirmer que cette bibliothèque akashique existe au sens littéral, comme une base de données cosmiques accessible à méditation. Aucune preuve scientifique rigoureuse ne permet, à ce jour, d'étayer une telle affirmation, et il faut se garder ici de toute confusion entre poésie symbolique et vérité empirique. Mais il est frappant, et cela mérite d'être souligné avec honnêteté, que des cultures séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années aient développé, indépendamment les unes des autres, la même intuition fondamentale, que l'espace n'est pas un simple contenant vide, mais un milieu porteur d'informations, une sorte de médium immense à travers lequel les choses et les êtres communiquent silencieusement entre eux. Cette intuition trouve d'ailleurs un écho supplémentaire dans un phénomène physique parfaitement établi, celui-là, et qui continue pourtant de fasciner et de dérouter les physiciens eux-mêmes, l'intrication quantique. Deux particules, une fois intriquées, semblent conserver un lien instantané l'une avec l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare par la suite. Des expériences ont vérifié ce phénomène sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres, de telle sorte que la mesure effectuée sur l'une semble influencer instantanément l'état de l'autre, en apparence plus vite que la lumière elle-même ne pourrait le permettre. Albert Einstein, troublé par cette implication, avait qualifié le phénomène des actions fantômes à distance, convaincu qu'il devait exister une explication plus classique. Les expériences menées depuis, notamment celles qui ont valu le prix Nobel de physique 2022 à Alain Aspect, John Clauset et Anton Zeilinger, ont pourtant confirmé, avec une rigueur redoutable, la réalité de ce phénomène, sans pour autant permettre, il faut le préciser honnêtement, une transmission d'informations utilisable plus rapide que la lumière, ce qui reste interdit par les lois de la physique telles que nous les comprenons. L'intrication quantique ne prouve donc absolument pas que deux esprits humains puissent communiquer instantanément à distance, ce serait une extrapolation abusive et scientifiquement infondée que ce livre se refuse à cautionner. Mais elle nous enseigne, avec la force d'une preuve expérimentale incontestable cette fois, une leçon philosophique d'une portée considérable, à l'échelle la plus fondamentale de la matière. La séparation nette entre deux objets distincts n'est peut-être pas aussi absolue que notre expérience quotidienne, à notre échelle humaine, nous le laisse croire. L'univers, au niveau le plus intime de sa texture, semble receler des formes de connexion qui échappent encore largement à notre compréhension ordinaire de l'espace et du temps. Que retenir, très concrètement, de ce détour par les étoiles et par l'infiniment petit? Simplement ceci: l'espace qui vous entoure n'est pas un décor vide et passif dans lequel votre esprit isolé évoluerait, seul, en circuit fermé. C'est un milieu dense, informé, traversé d'échos anciens et de connexions que la science commence tout juste à explorer, sans en avoir épuisé le mystère, loin s'en faut. Votre cerveau, cette antenne remarquablement sensible que nous avons commencé à explorer dès le premier chapitre, ne baigne donc pas dans le vide. Il baigne dans un univers d'une richesse informationnelle immense, dont nous ne percevons consciemment, à chaque instant, qu'une infime, minuscule fraction. Il y a quelque chose de vertigineux, et pourtant de profondément apaisant à la fois, à contempler cette immensité. Chaque atome qui compose votre corps a été forgé, il y a des milliards d'années, dans le cœur incandescent d'une étoile aujourd'hui disparue, avant d'être dispersé dans l'espace lors de son explosion, puis rassemblé, à travers d'innombrables hasards cosmiques, pour former finalement la matière précise de votre être. L'astrophysicien Carl Sagan résumait cette idée par une formule devenue célèbre: nous sommes, littéralement, faits de poussière d'étoiles. Cette parenté physique intime avec le cosmos tout entier n'est pas une simple image poétique destinée à impressionner, c'est un fait établi par l'astrophysique nucléaire, vérifié par l'analyse précise de la composition chimique de notre propre corps, comparée à celle des étoiles elles-mêmes. Si votre corps, au niveau le plus fondamental de sa matière, est fait de la même substance que les étoiles les plus lointaines, il devient alors un peu moins étrange d'imaginer que votre esprit, produit le plus complexe et le plus raffiné de cette même matière organisée, puisse rester, lui aussi, en résonance profonde avec l'univers qu'il a engendré, un univers qui n'est peut-être pas, comme certains le supposent depuis des siècles, un simple mécanisme aveugle et indifférent, mais peut-être
bien davantage un tissu vivant d'informations en perpétuel échange, dont nous ne sommes, chacun d'entre nous, qu'une expression locale et passagère. Reste alors une question essentielle, à laquelle les traditions contemplatives ont, depuis des millénaires, tenté d'apporter une réponse pratique: comment affiner sa récession pour percevoir un peu plus de ce que l'espace, silencieusement, contient déjà? C'est précisément ce que nous allons explorer dans le chapitre qui suit. Chapitre 5. Les champs invisibles, ce que nous ne voyons pas. Nous vivons plongés, sans le savoir, dans un océan invisible. Prenez votre téléphone portable. À l'instant même où vous lisez ou écoutez ces lignes, il est traversé par des dizaines, parfois des centaines de signaux radio, de connexions Wi-Fi, de fréquences satellites, de champs magnétiques terrestres, un enchevêtrement d'ondes d'une densité extraordinaire, totalement imperceptible à vos sens nus, et qui pourtant façonne concrètement votre existence quotidienne, vos appels, vos messages, votre géolocalisation, la météo qui s'affiche sur votre écran. Rien de tout cela n'est visible. Rien de tout cela n'est audible. Et pourtant, rien de tout cela n'est moins réel pour autant. La physique moderne, depuis plus d'un siècle, a profondément bouleversé notre conception de ce qu'est la réalité en nous révélant l'existence de ces champs. Le concept de champ, en physique, désigne une grandeur qui existe en tout point de l'espace, même en l'absence apparente de matière, le champ gravitationnel qui vous maintient au sol, le champ électromagnétique qui porte la lumière jusqu'à vos yeux, les champs quantiques qui, selon la physique contemporaine, constituent le tissu même de l'univers, dont les particules elles-mêmes ne seraient jamais que des excitations locales et passagères. Le vide, en physique quantique, n'est d'ailleurs jamais totalement vide, il bruisse en permanence de fluctuations, d'énergie latente, de potentialités qui ne demandent qu'à s'actualiser. Cette révolution conceptuelle a une conséquence profonde, souvent sous-estimée: l'espace qui semble nous séparer les uns des autres, cette distance vide entre vous et la personne que vous aimez, entre votre esprit et celui d'un inconnu à l'autre bout du monde, n'est peut-être pas aussi vide, ni aussi séparateur, que notre perception ordinaire nous le fait croire. Le physicien David Bohm, l'un des esprits les plus originaux du XXe siècle, ayant travaillé aux côtés d'Einstein, a développé une théorie audacieuse qu'il a nommée ordre impliqué, l'idée que, sous la réalité fragmentée et séparée que nous percevons habituellement, existerait un niveau plus profond de réalité, un ordre enveloppé où tout serait, en un certain sens, interconnecté, repliés les uns dans les autres comme les motifs d'un hologramme, où chaque partie contient, à sa manière, l'information du tout. Cette théorie reste, bien sûr, à la frontière la plus spéculative de la physique, discutée et débattue par la communauté scientifique. Mais elle offre une image saisissante pour notre exploration, et si l'esprit humain, lui aussi, était plongé dans un champ d'information analogue, une sorte de trame invisible reliant les consciences entre elles, à la manière dont le champ électromagnétique relie tous les postes de radio du monde à une même toile de fréquences disponible? Le biologiste que nous avons déjà croisé, Rupert Sheldrake, a proposé de son côté une hypothèse tout aussi audacieuse, celle des champs morphiques, l'idée que les formes et les comportements du vivant seraient organisés non seulement par l'information génétique inscrite dans l'ADN, mais aussi par une sorte de mémoire collective de l'espèce, un champ invisible qui transmettrait des habitudes acquises d'un individu à l'autre, y compris à distance, sans contact physique direct. Cette hypothèse est restée très minoritaire et fortement critiquée dans le monde académique, qui lui reproche notamment de manquer de preuves expérimentales suffisamment robustes et reproductibles. Il serait malhonnête de vous la présenter comme un fait scientifiquement établi. Mais il serait tout aussi malhonnête de balayer d'un revers de main la question qu'elle pose, une question qui traverse en réalité toute l'histoire de la pensée humaine, bien avant que la physique moderne ne s'en empare. Sommes-nous vraiment des îles séparées, ou sommes-nous, plus profondément, des vagues sur un même océan, apparemment distinctes en surface, mais faites, au fond, de la même eau? Cette intuition d'une interconnexion profonde, cachée sous l'apparence de la séparation, traverse en réalité toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité,
bien avant que la science ne commence à en esquisser une traduction possible dans son propre langage. Les mystiques de toutes les époques et de toutes les cultures, chrétiens, soufis, hindous, bouddhistes, chamans de traditions extrêmement diverses décrivent, avec une constance troublante, des expériences où la frontière entre le moi individuel et un « tout » plus vaste s'estompe, parfois jusqu'à disparaître complètement, dans des états de conscience élargie. Ce n'est probablement pas un hasard si des traditions aussi éloignées les unes des autres dans le temps et l'espace ont produit des descriptions si semblables de cette expérience fondamentale de l'unité retrouvée. Que faire, concrètement, de tout cela? Je ne vous propose pas de devenir physicien quantique amateur, ni de sombrer dans une lecture naïve et déformée de concepts scientifiques complexes, un écueil malheureusement fréquent dans certains ouvrages de développement personnel, qui empruntent le vocabulaire de la physique sans en respecter la rigueur. Je vous propose simplement ceci, la prochaine fois que vous serez tenté de croire que votre esprit est une chambre parfaitement isolée, hermétiquement close sur elle-même, rappelez-vous que la science elle-même, dans ses avancées les plus sérieuses, n'a jamais confirmé cette image d'isolement absolu. L'univers physique tout entier, tel que nous le comprenons aujourd'hui, est fait de champs qui s'étendent, se superposent, s'interpénètrent. Rien, dans notre connaissance actuelle de la matière et de l'énergie, n'exclut absolument que l'esprit, produit ultime et le plus complexe de cette même matière organisée, obéisse lui aussi, à sa manière propre encore mal comprise, à une logique de champ plutôt qu'à une logique de chambre fermée. Et cette possibilité, à elle seule, change déjà profondément la manière dont vous pourriez choisir d'habiter votre propre esprit. Chapitre 6. La prière, méditation transcendantale. S'il existe, à travers l'histoire humaine, un geste universel commun à toutes les civilisations connues, c'est bien celui-ci, s'arrêter, fermer les yeux, faire silence, et tourner son attention vers l'intérieur, ou vers ce qui semble dépasser l'intérieur lui-même. Ce geste, nous l'appelons prière dans une tradition, méditation dans une autre, contemplation ou recueillement ailleurs encore. Mais sous la diversité des noms et des formes, une même intuition profonde semble à l'œuvre, celle qu'un silence suffisamment profond ouvre un accès à quelque chose que le bavardage ordinaire de l'esprit tient habituellement fermé. Reprenons, une dernière fois, l'image du récepteur radio pour éclairer ce chapitre. Un poste de radio de mauvaise qualité, mal isolé, capte simultanément plusieurs stations à la fois, produisant un brouillage confus, une bouillie sonore où aucun message clair ne peut émerger. Notre esprit ordinaire, laissé à lui-même, ressemble souvent, hélas, à ce mauvais récepteur. Une pensée sur le travail se mêle à une inquiétude sur la santé, qui se mêle elle-même au souvenir d'une conversation passée, qui se mêle encore à une anticipation anxieuse de l'avenir, un brouhaha permanent, que les traditions bouddhistes ont surnommé avec une précision presque clinique, l'esprit du singe, toujours en train de sauter d'une branche à l'autre sans jamais se poser durablement nul. Par la prière et la méditation, dans leurs formes les plus diverses, poursuivent toutes, au fond, un même objectif fonctionnel, réduire ce brouillage intérieur, affiner le réglage du récepteur, jusqu'à ce qu'émerge, dans le silence enfin retrouvé, une clarté que le bruit habituel de l'esprit rendait auparavant impossible à percevoir. Parmi toutes les techniques développées à travers l'histoire pour parvenir à cet état, l'une d'entre elles mérite une attention particulière dans notre exploration, la méditation transcendantale, popularisée à partir des années 1950 par le maître spirituel indien Maharishi Mahesh Yogi, formé lui-même dans la tradition védique de l'Inde ancienne. Cette technique se distingue par sa relative simplicité de mise en œuvre, elle ne demande, en principe, ni posture particulièrement contraignante, ni effort de concentration soutenu, et par le fait qu'elle a fait l'objet, contrairement à beaucoup d'autres pratiques contemplatives, d'un nombre considérable d'études scientifiques menées depuis les années 1970 dans des universités du monde entier. Le principe en est le suivant, le pratiquant répète intérieurement, sans effort, sans concentration forcée, un son ou un ensemble de syllabes dépourvues de signification particulière, appelé mantra, transmis individuellement lors d'un enseignement personnalisé.
Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il ne s'agit pas de se concentrer intensément sur ce mantra pour faire taire les autres pensées par la force de la volonté, une stratégie qui, paradoxalement, a tendance à renforcer l'agitation mentale plutôt qu'à l'apaiser. Il s'agit au contraire de laisser le mantra se répéter très naturellement, sans effort, un peu à la manière dont on laisserait un galet se poser doucement au fond d'un lac, jusqu'à ce que l'esprit, de lui-même, sans qu'on le force, s'apaise et plonge vers des niveaux de plus en plus subtils et silencieux d'activité mentale. Les chercheurs qui ont étudié cette pratique, notamment le physiologiste américain Roder Case Wallace dès la fin des années 1960, ont documenté des changements physiologiques mesurables pendant cet état méditatif, une diminution significative de la consommation d'oxygène, un ralentissement du rythme cardiaque, une augmentation caractéristique de l'activité des ondes alpha à l'électroencéphalogramme, un état que Wallace a qualifié, dans un article resté célèbre publié dans la revue Science, de « quatrième état de conscience », distinct à la fois de l'éveil ordinaire, du sommeil et du rêve, caractérisé par un repos physiologique profond combiné à une vigilance mentale accrue et parfaitement lucide. Chapitre 6. La prière, méditation transcendantale. S'il existe, à travers l'histoire humaine, un geste universel commun à toutes les civilisations connues, c'est bien celui-ci, s'arrêter, fermer les yeux, faire silence, et tourner son attention vers l'intérieur, ou vers ce qui semble dépasser l'intérieur lui-même. Ce geste, nous l'appelons prière dans une tradition, méditation dans une autre, contemplation ou recueillement ailleurs encore. Mais sous la diversité des noms et des formes, une même intuition profonde semble à l'œuvre, celle qu'un silence suffisamment profond ouvre un accès à quelque chose que le bavardage ordinaire de l'esprit tient habituellement fermé. Reprenons, une dernière fois, l'image du récepteur radio pour éclairer ce chapitre. Un poste de radio de mauvaise qualité, mal isolé, capte simultanément plusieurs stations à la fois, produisant un brouillage confus, une bouillie sonore où aucun message clair ne peut émerger. Notre esprit ordinaire, laissé à lui-même, ressemble souvent, hélas, à ce mauvais récepteur. Une pensée sur le travail se mêle à une inquiétude sur la santé, qui se mêle elle-même au souvenir d'une conversation passée, qui se mêle encore à une anticipation anxieuse de l'avenir, un brouhaha permanent, que les traditions bouddhistes ont surnommé avec une précision presque clinique, l'esprit du singe, toujours en train de sauter d'une branche à l'autre sans jamais se poser durablement. La prière et la méditation, dans leurs formes les plus diverses, poursuivent toutes, au fond, un même objectif fonctionnel, réduire ce brouillage intérieur, affiner le réglage du récepteur, jusqu'à ce qu'émerge, dans le silence enfin retrouvé, une clarté que le bruit habituel de l'esprit rendait auparavant impossible à percevoir. Parmi toutes les techniques développées à travers l'histoire pour parvenir à cet état, l'une d'entre elles mérite une attention particulière dans notre exploration, la méditation transcendantale, popularisée à partir des années 1950 par le maître spirituel indien Maharishi Yogi, formé lui-même dans la tradition védique de l'Inde ancienne. Cette technique se distingue par sa relative simplicité de mise en œuvre. Elle ne demande, en principe, ni posture particulièrement contraignante, ni effort de concentration soutenu, et par le fait qu'elle a fait l'objet, contrairement à beaucoup d'autres pratiques contemplatives, d'un nombre considérable d'études scientifiques menées depuis les années 1970 dans des universités du monde entier. Le principe en est le suivant. Le pratiquant répète intérieurement, sans effort, sans concentration forcée, un son ou un ensemble de syllabes dépourvues de signification particulière, appelé mantra, transmis individuellement lors d'un enseignement personnalisé. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il ne s'agit pas de se concentrer intensément sur ce mantra pour faire taire les autres pensées par la force de la volonté, une stratégie qui, paradoxalement, a tendance à renforcer l'agitation mentale plutôt qu'à l'apaiser. Il s'agit au contraire de laisser le mantra se répéter très naturellement, sans effort, un peu à la manière dont on laisserait un galet se poser doucement au fond d'un lac, jusqu'à ce que l'esprit, de lui-même, sans qu'on le force, s'apaise et plonge vers des niveaux de plus en plus subtils et silencieux d'activité mentale. Les chercheurs qui ont étudié cette pratique,
notamment le physiologiste américain Roder Case Wallace dès la fin des années 1960, ont documenté des changements physiologiques mesurables pendant cet état méditatif, une diminution significative de la consommation d'oxygène, un ralentissement du rythme cardiaque, une augmentation caractéristique de l'activité des ondes alpha à l'électroencéphalogramme, un état que Wallace a qualifié, dans un article resté célèbre publié dans la revue Science, de « quatrième état de conscience », distinct à la fois de l'éveil ordinaire, du sommeil et du rêve, caractérisé par un repos physiologique profond combiné à une vigilance mentale accrue et parfaitement lucide. Cet état, décrit par les pratiquants eux-mêmes comme un moment de calme absolu au-delà même de la pensée, d'où le terme « transcendantal », qui signifie précisément « au-delà » de l'activité mentale ordinaire, n'est pas sans rappeler, dans sa description phénoménologique, l'état que recherche également, par des voies différentes, la prière contemplative chrétienne, le dhikr soufi, ou encore le zazen de la tradition zen japonaise. Toutes ces pratiques, malgré leurs formes extérieures très différentes, semblent converger vers une même expérience intérieure fondamentale, celle d'un silence profond, au-delà du bavardage habituel de la pensée, ou quelque chose de nouveau, appelé paix, présence, ou simplement clarté, devient enfin accessible. Et c'est précisément là, je crois, que réside le lien le plus profond entre la prière ou la méditation et le sujet de notre livre. Si le cerveau est effectivement, au moins en partie, un récepteur, alors ces pratiques millénaires ne sont rien d'autre que des techniques éprouvées, affinées au fil des siècles par des générations entières de chercheurs de vérité, pour réduire délibérément le brouillage intérieur et permettre à des signaux plus subtils, habituellement noyés dans le bruit de fond de l'existence ordinaire, de se faire enfin entendre clairement. Ce n'est peut-être pas un hasard si tant de découvertes créatives majeures, tant de résolutions inattendues de problèmes qui semblaient insolubles, tant d'intuitions décisives dans l'histoire des sciences comme dans celle des arts, sont advenues non pas au terme d'un effort intellectuel acharné et continu, mais au contraire dans des moments de relâchement profond de l'attention, une douche, une promenade, un demi-sommeil, un état méditatif. Le mathématicien français Henri Poincaré racontait ainsi comment la solution à un problème sur lequel il travaillait depuis des semaines lui était apparue soudainement, avec une clarté et une certitude immédiate, au moment précis où il posait le pied sur la marche d'un omnibus, l'esprit occupé à toute autre chose que son problème mathématique. Vous n'avez pas besoin de devenir moine, ni de partir des mois en retraite dans un monastère lointain, pour bénéficier des principes que ce chapitre a voulu mettre en lumière. Il vous suffit, chaque jour, de vous accorder quelques minutes, 10, 15, 20 minutes suffisent, selon la plupart des traditions contemplatives, de silence véritable, sans écran, sans musique, sans distraction volontairement recherchée, assis simplement, les yeux fermés, laissant retomber peu à peu le bruit habituel de votre mental. Ce n'est pas du temps perdu. C'est, au contraire, le temps le plus précieusement investi qui soit, celui où vous réglez enfin, patiemment et sans forcer, la sensibilité de votre récepteur intérieur. Des centaines d'études, publiées depuis les années 1970 dans des revues scientifiques à comité de lecture, ont exploré les effets à long terme d'une pratique méditative régulière, qu'il s'agisse de la méditation transcendantale spécifiquement, ou d'autres formes voisines de méditation de pleine conscience. Les résultats les plus solides et les plus régulièrement répliqués concernent la réduction mesurable du niveau de cortisol, l'hormone du stress, ainsi qu'une diminution significative des symptômes d'anxiété chronique chez les pratiquants réguliers, comparés à des groupes témoins. D'autres travaux, menés notamment par le neuroscientifique Richard Davison à l'Université du Wisconsin en collaboration avec des moines bouddhistes tibétains expérimentés, ont également mis en évidence des modifications mesurables et durables de l'activité cérébrale elle-même chez les méditants de longue date, notamment au niveau du cortex préfrontal gauche, associé de longue date aux états émotionnels positifs. Il ne s'agit pas ici de prétendre que la science a définitivement validé toutes les affirmations les plus audacieuses portées par certaines traditions contemplatives à propos de la méditation. Mais il est frappant de constater à quel point, depuis un demi-siècle, la recherche scientifique la plus rigoureuse converge de façon croissante vers une même conclusion,
longtemps intuité par les traditions les plus anciennes, faire silence, régulièrement et patiemment, n'est pas une fuite hors du monde réel, mais bien au contraire une manière particulièrement efficace de s'y engager ensuite avec davantage de clarté, de stabilité et de justesse. Chapitre 7. La décision, le moment où vous réglez votre récepteur. Il existe un instant, minuscule et pourtant décisif, qui précède chacune de vos actions. Un instant que la plupart d'entre nous traversons sans jamais le remarquer, tant il est bref. C'est l'instant de la décision. On imagine souvent la décision comme un acte purement rationnel, peser le pour et le contre, aligner des arguments, choisir la meilleure option selon la logique. Mais quiconque a déjà pris une décision importante sait que ce n'est presque jamais ainsi que cela se passe. La décision surgit souvent avant l'argumentation. Elle arrive comme une évidence, une inclination, un mouvement intérieur, et c'est seulement après qu'on habille cette inclination des raisons qui semblent la justifier. Les neurosciences ont d'ailleurs mis en lumière un phénomène troublant à ce sujet. Dans les années 1980, le neurophysiologiste Benjamin Lidey a mené une expérience restée célèbre. Il a montré que, lorsqu'on demande à une personne de bouger un doigt au moment de son choix, une activité cérébrale préparatoire, le fameux potentiel de préparation, apparaît plusieurs centaines de millisecondes avant que la personne n'ait consciemment l'impression de décider. Autrement dit, quelque chose, en nous, semble savoir, avant que notre conscience ne le sache. Cette découverte a fait couler énormément d'encre, et son interprétation reste débattue parmi les scientifiques. Mais elle nous invite, ici, à une image utile, et si la décision n'était pas tant un acte de création qu'un acte de syntonisation? Et si, au fond, décider consistait moins à fabriquer un choix de toutes pièces qu'à tourner le bouton du récepteur jusqu'à ce qu'une fréquence, parmi toutes celles disponibles, devienne suffisamment claire pour être entendue? Pensez à un instant où vous avez hésité longuement entre deux options, sans parvenir à trancher. Vous avez fait des listes, demandé conseil, pesé chaque argument. Et puis, souvent, la décision est arrivée non pas au terme de cette analyse, mais dans un moment de calme, une promenade, une douche, un réveil au milieu de la nuit, comme si, en cessant de forcer le mental, vous aviez enfin laissé le signal parvenir jusqu'à vous sans interférence. C'est là, je crois, l'un des secrets les mieux gardés de la décision juste. Elle demande moins d'efforts de production que de silence de réception. Le mental agité, qui rumine, qui s'inquiète, qui compare sans fin, ressemble à une radio qu'on ferait fonctionner entre deux stations, captant un mélange confus de plusieurs signaux à la fois, un brouillage permanent qui empêche d'entendre distinctement quoi que ce soit. La décision claire, elle, demande qu'on affine le réglage, qu'on laisse retomber le bruit, jusqu'à ce qu'une seule fréquence domine enfin les autres. Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner la réflexion, l'analyse, le discernement, ce serait une erreur tout aussi grave que l'excès inverse. Il ne s'agit pas de recevoir passivement n'importe quelle impulsion comme si elle était nécessairement juste. La peur, l'impatience, le désir de plaire produisent, elles aussi, des signaux puissants, mais ce sont des parasites, pas des messages. Le travail du récepteur conscient consiste précisément à apprendre à distinguer un signal profond d'une simple interférence émotionnelle, une distinction. Retenons ceci, chaque décision est un moment où vous choisissez, consciemment ou non, la fréquence sur laquelle vous allez régler votre attention pour les heures, les jours, parfois les années qui suivent. Décider d'accepter un emploi, ce n'est pas seulement choisir une ligne sur un contrat, c'est orienter votre antenne vers tout un monde de personnes, de lieux, d'informations, d'opportunités qui vont désormais entrer dans votre champ de récession, et en écarter simultanément un autre monde entier, celui que vous auriez reçu si vous aviez choisi l'autre voie. C'est pourquoi les traditions les plus anciennes de sagesse insistent tant sur la qualité de l'esprit au moment de la décision, davantage même que sur la décision elle-même. Un esprit clair, calme, aligné avec ses valeurs profondes, aura beau se tromper parfois sur le contenu précis de son choix, il continuera de recevoir, dans la durée, des signaux globalement justes, parce que son antenne est bien orientée.
Un esprit agité, gouverné par la peur ou l'avidité, pourra parfois tomber juste par hasard, mais il continuera, dans l'ensemble, à capter surtout du bruit, parce que son antenne, elle, reste mal réglée. Voici donc un exercice simple, que je vous invite à emporter avec vous au sortir de ce chapitre. La prochaine fois que vous serez face à une décision, même minime, quel chemin prendre, quel mot choisir dans un message délicat, quelle réponse donner à une invitation, accordez-vous d'abord quelques secondes de silence avant d'agir. Pas pour réfléchir davantage. Simplement pour laisser retomber le bruit. Puis observez, quelle option, dans ce silence, semble porter un poids différent, une évidence tranquille que les autres n'ont pas. Ce n'est peut-être qu'une intuition parmi d'autres. Mais c'est peut-être aussi, déjà, votre récepteur qui commence à vous parler clairement, pour peu que vous ayez enfin pris le temps de l'écouter. Il existe d'ailleurs, dans de nombreuses cultures humaines, une sagesse populaire ancienne qui semblait déjà pressentir intuitivement ce que la science redécouvre aujourd'hui plus formellement. La nuit porte conseil, dit-on en français depuis des siècles, dormir sur une décision, recommande-t-on en anglais. Ces expressions, transmises de génération en génération bien avant que l'idée ne pose son électroencéphalographe sur le crâne de ses volontaires, traduisaient déjà cette intuition profonde que la meilleure décision n'est presque jamais celle que l'on force, dans l'instant même, par la seule volonté consciente, mais bien celle qui émerge d'elle-même, patiemment, une fois que l'esprit a été autorisé à se reposer, à digérer les informations disponibles sans intervention forcée, et à laisser le signal le plus juste remonter tranquillement à la surface. Le sommeil, à cet égard, joue un rôle absolument central dans ce processus de syntonisation. Pendant que le corps se repose, le cerveau, lui, continue de travailler activement, réorganisant les informations reçues durant la journée, consolidant certains apprentissages, écartant d'autres informations jugées moins pertinentes. Ce n'est probablement pas un hasard si tant de décisions importantes, tant de résolutions créatives à des problèmes complexes, surviennent précisément au réveil, dans ce moment particulier de transition entre le sommeil profond et l'éveil complet, où le bavardage mental habituel n'a pas encore eu le temps de reprendre toute sa place envahissante. Chapitre 8. La peur, le doute et les interférences. Tout récepteur, aussi sensible et bien réglé soit-il, reste vulnérable au brouillage. Et parmi toutes les formes de brouillage qui peuvent perturber la récession claire d'un esprit humain, deux se distinguent par leur puissance et leur fréquence, la peur, et le doute qui l'accompagne presque toujours. Il faut être clair d'emblée sur un point essentiel, pour ne pas se méprendre sur le sens de ce chapitre, la peur n'est pas, en elle-même, un ennemi à éradiquer. C'est un système d'alerte ancien, forgé par des millions d'années d'évolution, dont la fonction première est éminemment protectrice, détecter le danger, mobiliser rapidement les ressources du corps, préparer à la fuite ou au combat. Sans elle, notre espèce n'aurait probablement pas survécu jusqu'à aujourd'hui. Il ne s'agit donc absolument pas, dans ce livre, de diaboliser la peur comme une simple erreur de fonctionnement à corriger. Le problème surgit lorsque ce système d'alerte, conçu à l'origine pour répondre à des dangers ponctuels, concrets et généralement REF, un prédateur bien réel surgissant soudainement dans la savane ancestrale, se met à fonctionner en permanence, activé sans discontinuer par des menaces largement imaginaires, anticipées, ou simplement disproportionnées à rapport aux dangers réels encourus. C'est alors que la peur, initialement protectrice, se transforme progressivement en un brouillage chronique et envahissant, qui sature le récepteur intérieur et l'empêche de capter quoi que ce soit d'autre avec une réelle clarté. Imaginez de nouveau ce poste de radio que nous avons pris comme guide tout au long de ce livre. Placez-le désormais à côté d'un puissant moteur électrique qui bourdonne sans discontinuer. Même la station la plus intéressante, même le signal le plus riche, le plus porteur de sens, ne pourra plus être perçu clairement à travers ce bourdonnement incessant. C'est très exactement ce que fait un esprit rongé en permanence par l'anxiété chronique, il ne cesse jamais réellement de bourdonner, même lorsqu'aucun danger réel n'est présent, et ce bourdonnement constant recouvre,
noie et rend inaudible tout signal plus subtil, l'intuition juste, l'idée créative, le message discret d'un proche, la simple joie tranquille du moment présent. Le doute, de son côté, agit d'une manière légèrement différente mais tout aussi perturbatrice pour la réception. Là où la peur sature le récepteur d'un bruit de fond permanent, le doute, lui, désaccorde constamment le réglage lui-même, empêchant toute stabilisation durable sur une fréquence claire. Vous avez sans doute déjà vécu cette expérience frustrante, une intuition forte et claire vous traverse, porteuse d'une évidence tranquille, puis, presque aussitôt, une voix intérieure familière s'élève pour la contester, la remettre en question, la ridiculiser peut-être, jusqu'à ce que le signal initial, pourtant clair au départ, se dissolve complètement dans l'incertitude et l'hésitation permanente. Ce doute chronique trouve très souvent son origine, il faut le dire avec honnêteté et sans juger, dans des blessures ou des conditionnements plus anciens, une éducation qui a systématiquement dévalorisé le ressenti personnel au profit de la seule raison froide et calculatrice, des expériences répétées où l'intuition, suivie de bonne foi, a mené par le passé à des décessions douloureuses, ou simplement une culture ambiante, très largement dominante dans nos sociétés contemporaines, qui valorise presque exclusivement la logique rationnelle et se montre profondément méfiante, souvent à juste titre d'ailleurs, envers tout ce qui touche de près ou de loin à l'intuition ou au ressenti subjectif. Comment, alors, réduire concrètement ces deux formes puissantes d'interférence, sans pour autant sombrer dans l'excès inverse tout aussi dangereux, celui d'une confiance aveugle et non critique envers absolument toutes les impulsions intérieures, y compris les plus irrationnelles ou les plus destructrices? La première étape, essentielle et souvent négligée, consiste à apprendre à distinguer clairement, dans votre propre expérience intérieure, la nature très différente de ces deux types de signaux. La peur et l'anxiété chronique se manifestent généralement par une tension musculaire perceptible, un rythme cardiaque accéléré, une pensée qui tourne en boucle de façon répétitive sur elle-même sans jamais progresser réellement vers une solution. Le signal plus profond dont nous parlons depuis le début de ce livre, cette intuition juste, cette clarté réceptive, se manifeste au contraire, presque systématiquement selon les témoignages recueillis à travers de nombreuses traditions contemplatives, par un calme paradoxal, une forme de légèreté même face à une décision objectivement importante, l'absence caractéristique de cette urgence fébrile et anxieuse qui accompagne presque toujours, en revanche, la pensée gouvernée par la peur. La deuxième étape consiste à réduire, autant que faire se peut, l'exposition volontaire et répétée à des sources externes qui entretiennent délibérément, souvent pour des raisons commerciales ou idéologiques parfaitement identifiables, ce brouillage permanent de la peur. Une grande partie des flux d'informations contemporains, notamment certains médias et de nombreux réseaux sociaux, ont été conçus, consciemment ou non, pour capter votre attention en exploitant méthodiquement vos alarmes les plus anciennes et les plus profondément ancrées. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes ressentent, après une exposition prolongée à ces flux continus, un niveau d'anxiété diffuse nettement supérieur à celui qu'elles ressentaient auparavant, sans qu'aucun danger réel et concret, pourtant, ne soit venu réellement les menacer entre-temps. La troisième étape, enfin, consiste à cultiver activement, jour après jour, ce que nous avons appelé au chapitre précédent le silence intérieur, cette pratique régulière et patiente de la méditation ou de la prière, qui ne fait pas disparaître comme par magie la peur ou le doute, mais qui, avec une pratique suffisamment régulière et persévérante dans le temps, en réduit progressivement l'emprise et le volume sonore, laissant peu à peu davantage de place au signal plus subtil qu'ils avaient jusque-là tendance à recouvrir presque entièrement. N'attendez pas de vous, dans ce travail patient et de longue haleine, une perfection illusoire. La peur et le doute ne disparaîtront jamais totalement de votre vie, ils font partie intégrante, et légitime, de la condition humaine elle-même. L'objectif n'est donc pas de les faire taire complètement et définitivement, ce qui serait d'ailleurs dangereux, mais bien d'apprendre progressivement à les reconnaître clairement pour ce qu'ils sont, du bruit, et non un message en soi, afin de ne plus les laisser, systématiquement et sans discernement, dicter à eux seuls la totalité de ce que vous choisissez de recevoir du monde qui vous entoure.
Chapitre 9. Transformez ce que vous recevez en action. Un récepteur qui ne fait que recevoir, sans jamais rien transmettre à son tour, reste un instrument incomplet, presque stérile. Toute la valeur d'une information reçue, une intuition juste, une idée créative, un message venu d'ailleurs sous quelque forme que ce soit, ne se révèle véritablement que lorsqu'elle trouve, tôt ou tard, un prolongement concret dans l'action. C'est ici, précisément, que beaucoup de démarches de développement personnel s'arrêtent malheureusement à mi-chemin, se contentant de cultiver la sensibilité intérieure, l'écoute, la réceptivité, des qualités précieuses et nécessaires, certes, mais insuffisantes à elles seules si elles ne débouchent jamais sur un geste concret dans le monde réel. Une intuition riante, aussi juste soit-elle, qui reste enfermée dans le silence de votre esprit sans jamais se traduire en une parole prononcée, une décision assumée, un projet mis en œuvre, demeure en définitive une potentialité stérile, une graine qui n'aura jamais eu la chance de germer. Comment, alors, franchir concrètement ce pas décisif qui va du signal reçu à l'action véritablement engagée? La première condition, absolument indispensable, est la reconnaissance claire et honnête du signal lui-même. Nous l'avons vu au chapitre précédent, un esprit constamment brouillé par la peur ou rongé par le doute chronique aura le plus grand mal à seulement identifier avec certitude qu'un signal digne d'attention vient effectivement de se présenter à lui. C'est pourquoi le travail patient sur la qualité de la réception, que nous avons exploré tout au long des chapitres précédents, constitue véritablement le socle indispensable sur lequel toute action juste et alignée pourra ensuite véritablement se construire. La deuxième condition consiste à résister, avec discernement, à la tentation très répandue de l'action immédiate et impulsive, prise sous le coup de l'émotion première, sans le moindre temps de vérification préalable. Recevoir un signal fort et clair, aussi authentique soit-il par ailleurs, ne dispense en effet jamais entièrement du discernement rationnel qui doit nécessairement accompagner ensuite sa mise en œuvre concrète. Les traditions les plus sages, sur ce point précis, s'accordent d'ailleurs très largement entre elles. L'intuition indique généralement une direction juste à suivre, une orientation pertinente, mais c'est bien la raison, la réflexion posée, qui doit ensuite se charger d'en dessiner soigneusement le chemin concret, d'en évaluer lucidement les risques réels, d'en ajuster patiemment la mise en œuvre pratique au fil du temps. Le récepteur indique une direction précieuse, ce n'est pas à lui, seul, de conduire ensuite l'ensemble du voyage jusqu'à son terme. La troisième condition, souvent sous-estimée dans son importance réelle, est le courage. Car il faut le reconnaître avec une grande honnêteté, agir selon ce que l'on a réellement reçu, plutôt que selon ce que l'on croit socialement attendu de soi par son entourage ou par la société environnante, demande fréquemment un courage bien réel. L'histoire humaine regorge, à cet égard, d'exemples marquants de personnes qui ont perçu, avec une clarté intérieure indéniable, une direction juste à suivre, et qui ont pourtant renoncé à s'y engager pleinement, par peur légitime du jugement d'autrui, par crainte de l'échec possible, ou simplement par un attachement bien compréhensible à une sécurité matérielle ou sociale déjà acquise. Le récepteur le plus finement réglé du monde ne sert absolument à rien si celui qui l'écoute n'ose jamais, en définitive, agir clairement en conséquence de ce qu'il perçoit. Il existe pourtant, heureusement, une méthode simple et éprouvée pour transformer progressivement un signal reçu en une action concrète, sans se laisser paralyser ni par l'impulsivité excessive ni par la peur inverse et tout aussi limitante. Elle tient en 3 mouvements successifs, que je vous propose ici comme une sorte de rituel pratique à intégrer patiemment dans votre quotidien. Premier mouvement, accueillir, sans juger immédiatement. Lorsqu'un signal se présente, une intuition, une idée, une impression forte, prenez d'abord simplement le temps de le noter, mentalement ou par écrit, sans chercher tout de suite à l'évaluer, à le critiquer, ou au contraire à vous emballer prématurément à son sujet. Laissez-le simplement exister, quelques instants, tel qu'il s'est présenté à vous. Deuxième mouvement, vérifiez patiemment, sans précipitation excessive. Confrontez ensuite ce signal reçu à la réalité concrète et aux faits vérifiables, correspond-il véritablement, une fois l'émotion première retombée,
à ce que vous savez déjà par ailleurs de la situation? Résiste-t-il, avec une certaine constance dans le temps, à un temps raisonnable de réflexion approfondie, ou s'estompe-t-il rapidement, révélant alors sa nature de simple caprice émotionnel passager plutôt que de signal véritablement porteur de sens? Un signal authentique, selon l'expérience largement partagée de nombreuses traditions, a généralement la particularité remarquable de revenir, de persister avec constance, alors qu'une simple impulsion émotionnelle passagère, elle, tend à s'estomper d'elle-même assez rapidement dès lors qu'on lui accorde un minimum de recul et de temps. Troisième mouvement, agir, avec une mesure adaptée à la situation. Une fois le signal accueilli puis vérifié avec soin, engagez enfin une action concrète, mais une action mesurée, adaptée précisément à ce que vous savez réellement, plutôt qu'un saut irréversible et disproportionné dans l'inconnu total. L'action juste n'est que très rarement un geste unique, spectaculaire et définitif, elle est bien plus souvent une série de petits pas successifs, chacun d'entre eux réajustable en fonction des retours d'expérience que le monde réel vous apporte progressivement en chemin. Ce triple mouvement, accueillir, vérifier, agir avec mesure, vous permettra progressivement de devenir non plus seulement un récepteur passif de signaux divers, mais un véritable transmetteur actif à votre tour, quelqu'un qui reçoit, discerne avec soin, puis transforme patiemment ce qu'il reçoit en une contribution réelle et tangible au monde qui l'entoure. C'est précisément cette boucle complète et vertueuse, recevoir, discerner, agir, qui distingue, en définitive, une existence véritablement féconde d'une existence qui, malgré toute sa sensibilité intérieure par ailleurs bien réelle, reste finalement stérile, faute d'avoir su, en temps voulu, se prolonger courageusement en gestes concrets. Il vaut la peine, pour conclure ce chapitre, d'évoquer un dernier obstacle, subtil et souvent négligé, qui vient parfois empêcher cette transformation du signal en action, le perfectionnisme. Nombre de personnes, ayant patiemment développé une réelle qualité d'écoute intérieure, hésitent ensuite à agir tant que la totalité des conditions ne leur semble pas parfaitement réunies, tant que le signal reçu ne s'accompagne pas d'une certitude absolue et définitive quant à son issue favorable. Or cette certitude absolue, il faut le dire clairement, n'existe presque jamais, ni dans la vie ordinaire ni même dans les récits les plus inspirants de décisions intuitives réussies. Agir selon ce que l'on a reçu suppose presque toujours d'accepter une barre d'incertitude irréductible, de faire le pas suivant sans voir encore la totalité de l'escalier, une image chère à de nombreux enseignants spirituels, qui rappellent volontiers qu'il suffit rarement de voir tout le chemin pour commencer à marcher, il suffit, le plus souvent, de voir clairement le prochain pas. Chapitre 10. Devenir le maître de son récepteur. Nous voici arrivés au terme de ce long parcours, et il est temps, à présent, de rassembler patiemment les fils que nous avons progressivement déroulés tout au long de ce livre, chapitre après chapitre, pour les tisser ensemble en une compétence pratique et durable, celle de devenir, consciemment et délibérément, le maître véritable de son propre récepteur intérieur. Maîtriser un récepteur ne signifie évidemment pas le contrôler de façon rigide et absolue, ni prétendre décider arbitrairement de tout ce qui entrera ou n'entrera jamais dans son champ de réception, une telle prétention serait aussi illusoire, en réalité, que vaine. Le monde continuera toujours d'envoyer ses signaux, quels qu'ils soient, qu'on le veuille ou non, les événements continueront toujours de survenir, indépendamment de notre volonté personnelle, les autres esprits qui nous entourent continueront toujours d'émettre leurs propres pensées et leurs propres émotions, sans nous demander notre avis au préalable. Maîtriser son récepteur, en réalité, signifie tout autre chose, de plus modeste mais aussi de bien plus puissant en pratique, cela signifie apprendre patiemment à choisir, avec une conscience de plus en plus fine et affûtée, sur quelle fréquence précise on décide de porter son attention, avec quelle qualité d'écoute on accueille ce qui se présente, et avec quel discernement on transforme ensuite, en conscience, ce que l'on a reçu en action véritablement juste. Reprenons, une dernière fois avant de conclure, les grandes étapes de ce chemin que nous avons parcouru ensemble tout au long de ce livre. Nous avons d'abord découvert, au premier chapitre, que le cerveau fonctionne, au moins en partie, comme une véritable antenne,
un instrument qui filtre en permanence, sélectionne et privilégie certaines fréquences plutôt que d'autres parmi l'immensité des informations disponibles, en fonction de nos peurs les plus anciennes, de nos désirs les plus profonds, de nos croyances les plus enracinées. La première étape essentielle de la maîtrise consiste donc, très concrètement, à devenir peu à peu conscient de son propre réglage habituel, à se demander régulièrement, sans complaisance ni auto-jugement excessif, vers quoi mon attention penche-t-elle spontanément, la plupart du temps, sans même que j'aie besoin d'y faire un quelconque effort particulier. Nous avons ensuite exploré, au deuxième chapitre, la nature profonde de la décision elle-même comme acte fondamental de syntonisation, ce moment décisif où l'on choisit, souvent bien plus qu'on ne l'imagine sur le coup, la fréquence précise sur laquelle on va se régler pour une période donnée de sa vie. La deuxième étape de la maîtrise consiste donc à honorer pleinement ce moment de la décision, à lui accorder, chaque fois que cela est raisonnablement possible, le silence et l'espace nécessaires pour qu'un signal véritablement clair puisse enfin se dégager du bruit ambiant, plutôt que de se précipiter systématiquement dans la première impulsion venue. Nous avons abordé ensuite, au chapitre 3 et 4, la porosité bien réelle entre les esprits, cette possibilité troublante, quoique encore débattue scientifiquement, d'une communication subtile entre proches, et cette appartenance plus large, incontestable celle-là, à un champ collectif de conscience qui nous traverse en permanence, que nous le voulions ou non. La troisième étape de la maîtrise consiste donc à choisir, avec toute la conscience et la lucidité possible, les liens et les environnements collectifs auxquels on décide de se relier prioritairement, car ces liens, nous l'avons vu, façonnent en retour très profondément et très durablement ce que l'on reçoit soi-même, jour après jour. Nous avons ensuite pris la mesure, au chapitre 5 et 6, de l'immensité et de la densité informationnelle de l'univers physique lui-même qui nous entoure, ces champs invisibles qui traversent en permanence l'espace tout entier, cet espace cosmique lui-même saturé d'une mémoire et d'une information d'une richesse proprement vertigineuse. La quatrième étape de la maîtrise consiste donc à cultiver, avec constance, une forme d'humilité fondamentale et de curiosité renouvelée face à ce que l'on ne comprend pas encore pleinement, car un esprit trop certain de connaître déjà, une fois pour toutes, les limites exactes du réel se ferme presque toujours, sans même s'en rendre compte, à la possibilité même de recevoir quoi que ce soit de véritablement nouveau. Nous avons découvert, au chapitre 7, dans la prière et dans la méditation transcendantale, des techniques éprouvées depuis des millénaires par de très nombreuses traditions humaines pour affiner concrètement, patiemment, la sensibilité de son propre récepteur intérieur. La cinquième étape de la maîtrise consiste donc, très simplement mais très concrètement, à réserver chaque jour, avec régularité et discipline, un temps de silence véritable, car c'est précisément dans ce silence patiemment cultivé, et nulle part ailleurs, que la clarté authentique de la récession a une véritable chance de se révéler à nous. Nous avons identifié ensuite, au chapitre 8, les principales sources d'interférences qui viennent régulièrement brouiller cette récession par ailleurs si précieuse, la peur chronique, le doute permanent et non résolu. La sixième étape de la maîtrise consiste donc à apprendre patiemment à reconnaître ces interférences pour ce qu'elles sont réellement, du bruit contextuel, et non un signal en soi porteur de sens véritable, sans pour autant les rejeter brutalement ni les nier, il s'agit bien plutôt de les accueillir avec compréhension et bienveillance, tout en refusant obstinément de les laisser dicter, à elles seules, l'intégralité de ce que l'on choisit finalement de recevoir chaque jour. Nous avons enfin abordé, au chapitre 9, la nécessité impérieuse de transformer patiemment ce que l'on reçoit en action véritablement concrète, car un récepteur d'une sensibilité extraordinaire, mais qui ne débouche jamais sur le moindre geste réel dans le monde, demeure malgré tout, en définitive, un instrument fondamentalement incomplet et sous-employé. La septième et dernière étape de la maîtrise consiste donc à cultiver, avec constance et détermination, le courage nécessaire d'agir véritablement selon ce que l'on a soigneusement reçu et honnêtement vérifié, plutôt que de se contenter, par excès de prudence ou de confort, de la seule et confortable posture d'écoute intérieure, aussi précieuse soit-elle par ailleurs. Cette étape, donc, qui ne constitue en aucun cas une simple méthode rigide et mécanique à appliquer une fois pour toutes,
mais bien plutôt une discipline patiente et vivante, à réactiver et à approfondir constamment, chaque jour de sa vie, avec autant de patience que de bienveillance envers soi-même. Devenir progressivement le maître de son récepteur intérieur ne signifie donc absolument pas devenir infaillible, ni parvenir un jour à ne plus jamais se tromper dans ses choix. Cette perfection illusoire n'est promise à personne, et il faut s'en libérer d'emblée. Cela signifie plutôt, plus modestement mais aussi bien plus solidement, devenir toujours un peu plus conscient, chaque jour davantage, de ce que l'on choisit délibérément de recevoir, et de la manière juste dont on décide, en conscience, d'y répondre concrètement en retour. Conclusion. Le signal que vous choisissez. Nous voici parvenus, ensemble, à la fin de ce voyage, mais non, je le crois sincèrement, à la fin de votre propre exploration personnelle. Nous sommes partis d'une image simple, presque enfantine dans son évidence première, celle d'un poste de radio, éteint et silencieux au milieu d'une pièce, qui n'attend en réalité qu'un geste minuscule, le simple mouvement d'un bouton, pour révéler soudain tout un monde de sons jusque-là parfaitement invisibles et silencieux. Nous avons suivi cette image jusque dans ses ramifications les plus lointaines, à travers les mécanismes profonds de la décision humaine, à travers le mystère persistant et non résolu de la télépathie, à travers cette porosité si particulière entre l'esprit individuel et une forme de conscience plus vaste et plus collective, à travers les champs invisibles que la physique moderne elle-même commence tout juste à peine à explorer, à travers l'immensité informationnelle et vertigineuse de l'espace cosmique, à travers la sagesse patiente et éprouvée de la prière et de la méditation, à travers les interférences si communément partagées de la peur et du doute, et enfin à travers la nécessité, toujours actuelle et jamais définitivement acquise, de transformer patiemment ce que l'on reçoit en un geste concret et véritablement engagé dans le monde réel. À travers tout ce parcours, une seule et même vérité, patiemment approfondie chapitre après chapitre, n'a cessé de se préciser progressivement à nos yeux. Vous n'êtes jamais un simple spectateur passif de vos propres pensées, ni de votre propre existence tout entière. Vous êtes, à chaque instant de votre vie, un récepteur actif, et un récepteur actif, contrairement à ce qu'un regard trop rapide et superficiel pourrait laisser croire, n'est jamais totalement passif dans son fonctionnement même. Il choisit, à chaque instant présent, sa fréquence d'écoute, il ajuste, en permanence et souvent sans même s'en rendre pleinement compte, sa sensibilité propre, il décide, en dernier ressort, de la manière précise dont il traduit patiemment, en actes concrets, les signaux innombrables qu'il reçoit sans relâche. Cette responsabilité peut sembler, à première vue, écrasante et difficile à porter pleinement. Il est en effet infiniment plus confortable, et bien plus facile aussi, de croire que nos pensées nous arrivent toutes faites, sans que nous n'ayons jamais le moindre mot véritable à dire sur leur origine ou sur leur nature profonde, que nous sommes, au fond, purement et simplement le jouet passif de nos circonstances extérieures, de notre passé personnel, de notre environnement immédiat et de notre entourage. Mais cette croyance confortable, aussi rassurante soit-elle en apparence, nous prive en réalité d'un pouvoir bien réel qui pourtant nous appartient déjà pleinement, celui de choisir, jour après jour, avec de plus en plus de conscience et de discernement, la fréquence sur laquelle nous décidons collectivement de vivre. Alors, avant de refermer définitivement ce livre, je vous propose une dernière fois, comme je vous l'ai déjà proposé tout au début de notre parcours commun, de fermer les yeux, un instant, et d'écouter attentivement, sans jugement ni précipitation, ce qui se présente naturellement à vous. Est-ce la peur qui parle le plus fort, en ce moment précis de votre vie? Est-ce le doute persistant qui, patiemment, sape peu à peu vos élans les plus prometteurs? Est-ce le bruit incessant et fatigant d'un monde extérieur qui sature, jour après jour, votre attention sans jamais vous laisser vraiment de répit? Ou bien commencez-vous déjà, même timidement, même faiblement encore, à entendre autre chose, une voix plus calme, plus posée, plus juste peut-être, celle d'une intuition profonde qui n'attendait peut-être, depuis longtemps déjà, que votre silence enfin retrouvé et votre attention pleinement disponible pour se faire enfin clairement entendre? Vous ne pourrez probablement jamais faire taire complètement toutes les fréquences parasites qui traversent votre esprit, ni la peur,
ni le doute, ni le bruit incessant du monde extérieur ne s'arrêteront jamais totalement et définitivement de votre existence, et il serait d'ailleurs illusoire, voire dangereux, de vouloir les faire disparaître entièrement. Mais vous pouvez, patiemment et avec une pratique régulière, apprendre à distinguer chaque jour un peu mieux le signal du bruit. Vous pouvez, avec de la constance et de la bienveillance envers vous-même, affiner progressivement votre réglage intérieur. Vous pouvez, enfin et surtout, choisir avec de plus en plus de conscience et de lucidité, jour après jour, la fréquence sur laquelle vous décidez véritablement de vivre votre existence. Merci d'avoir cheminé avec moi jusqu'ici, patiemment, chapitre après chapitre. Puisse votre récepteur, désormais, s'ouvrir chaque jour un peu plus largement à ce qu'il y a de plus juste, de plus vrai et de plus lumineux à recevoir dans votre existence. Votre cerveau, récepteur d'informations. Œuvre, secrets et savoir, livre audio.